2. De la nature du PDG. Tome 16, pages 10 à 15. Le Parti démocratique de Guinée. Le Parti démocratique de Guinée, PDG, a été créé le 14 mai 1947 à Conakry dans un local situé sur la 6e avenue entre les 7e et 8e boulevards. Sa création résulte de l'application des décisions arrêtées par le Congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain, RDA, tenu à Bamako, congrès dont les tomes 4, 11 et 13 des œuvres du PDG font une profonde étude. La Guinée, nous le rappelons, y était représentée par 10 délégués qui étaient en fait les délégués des mouvements ethniques existants alors dans le pays. Ce n'est donc que le 14 mai 1947 que les statuts de la section guinéenne du RDA furent déposés, mais sa direction ne fut pas élue en congrès. Elle a été constituée sur la base d'un compromis entre groupes ethniques. À cette époque, le PDG n'était encore ni un mouvement politique homogène, ni un parti au sens politique du mot. Le PDG était en fait une espèce de front national regroupant des intérêts et des tendances les plus contradictoires. Mais puisqu'il se réclamait d'un minimum de principes, notamment celui de garantir le respect de la personnalité de la Guinée dans ses rapports avec les mouvements politiques des autres colonies françaises et d'assurer la participation de notre pays au combat général de l'Afrique pour son émancipation, le PDG allait, à travers l'action dans la voie de sa transformation progressive, en devenant d'abord un front d'alliance, ensuite un mouvement démocratique pour se qualifier, enfin un parti politique. Les phases successives de ce processus de transformation du PDG peuvent se résumer ainsi. De 1947 à 1952, il n'était ni un mouvement cohérent, ni un parti politique avec un programme précis. Il était une espèce de front hétérogène et hétéroclite. De 1952 à 1958, il évolua pour devenir un mouvement politique fondé sur des principes démocratiques et institua la pratique du centralisme démocratique. De 1952 à 1958, il évolua pour devenir un mouvement progressiste, un parti de démocratie nationale, groupant tout le peuple laborieux sans distinction de race ni de sexe. À partir de 1964, il se transforma en parti politique, un véritable parti révolutionnaire d'avant-garde. Le PDG, à sa naissance, nous l'avons dit, était un conglomérat d'associations ethniques et de groupuscules qui connaissaient eux-mêmes en leur sein des divisions aux nuances infinies. La tendance était donc à la division excessive. Une entité se définissait négativement par rapport à une autre et à l'ensemble. Au sein de chacune d'elles, les éléments se définissaient négativement les uns par rapport aux autres. Ce processus se prolongeait jusqu'au niveau des familles, cellules de base de la vie sociale. Comment était organisé le PDG à cette époque? À cette époque, le PDG n'avait ni comité, ni section, ni fédération, ni bureau politique. Les associations tribales que nous avons énumérées plus haut tenaient lieu d'organismes du PDG. La direction du parti était composée des représentants de ces associations. Elle n'était donc en réalité qu'un comité de coordination. En 1948, ce comité de coordination éclate. Les groupements ethniques ayant décidé de quitter le PDG et même de le combattre parce que la contradiction entre la nature de leur activité fractionnelle et l'objectif d'unité nationale du PDG était devenue aiguë. Le PDG, sans structure de base, fut alors menacé d'anéantissement. Il fut sauvé in extremis
par quelques personnalités progressistes qui, à titre individuel, décidèrent de reconstituer à Conakry la direction du parti. Parmi elles, notons les cadres syndicaux, les cadres du groupe d'études communistes et du Parti progressiste de Guinée. Après le deuxième congrès du PDG, tenu à Conakry du 15 au 18 octobre 1958, une mutation s'opéra au sein du parti à la suite de l'émiettement progressif des groupements ethniques à l'avantage du PDG. Aussi, en 1952, un comité directeur peut-il être mis en place? À partir de cette date, des structures de base furent implantées. Ce furent les sections au niveau des régions et les comités au niveau des quartiers ou des villages. Les adhérents du PDG se regroupèrent par ethnie, là où la population était cosmopolite. Arrivera ensuite le troisième congrès du PDG, dont les travaux se déroulèrent à Conakry du 23 au 26 janvier 1958 au marché Mbalia. Ce congrès renforça la démocratisation des organismes du parti, imposa à tous les échelons la volonté des masses, créa le bureau politique et institua les comités féminins. 5 mois après, du 5 au 7 juin 1958, se tint le quatrième congrès qui porta l'essentiel de ces débats sur les structures de l'État, étant donné qu'à l'époque, le PDG, dans le cadre de la semi-autonomie, avait pratiquement pris en charge l'administration du pays. Le quatrième congrès se prononça, lui, pour le perfectionnement des structures administratives. Après avoir débattu des relations entre le parti et l'État, il proclama la prééminence à tous les échelons de l'organisation administrative. Quant au cinquième congrès, le premier à se tenir après l'accession du pays à l'indépendance nationale, il discuta du 14 au 17 septembre 1959 de la refonte des structures étatiques et de leur adaptation aux nouvelles réalités. Le sixième congrès se tint du 27 au 31 décembre 1962. Il avait été précédé d'un important séminaire de cadres tenu à Foulaya, dans la région administrative de Kindia. Le séminaire de Foulaya permit au Bureau politique national de constater la manifestation des idées contre-révolutionnaires chez certains responsables du parti. Ce séminaire prit fin dans une atmosphère d'extrême tension, ce qui devait se répercuter sur les travaux du 6e congrès, lequel, il faut le dire, ne prit pas toutes les décisions que le Bureau politique national attendait de lui, du fait du noyautage de certaines sections par la contre-révolution. Ce fut pourquoi, dès le mois d'août de l'année 1963, très exactement du 15 au 18 août 1963, le bureau politique convoqua le 7e congrès du PDG à Cancan en vue de doter le parti de statuts conformes aux exigences de la lutte. Ce fut le 7e congrès qui décida de la création des fédérations du PDG au niveau des régions administratives. Ce fut lui qui réduisit l'effectif des membres du bureau politique national de 17 à 15 et supprima les lourdes indemnités que percevaient les députés. Enfin, le 8e congrès du PDG, qui vient de se tenir du 25 septembre au 2 octobre, perfectionna davantage les structures du parti et de l'État, notamment par la création d'un comité central du parti, d'un bureau politique de 7 membres, dont le secrétaire général qui est responsable suprême de la révolution, le découpage des secteurs étatiques en 6 domaines principaux, placés sous le contrôle de chacun des autres membres du BPN, et l'intégration totale des mouvements parallèles, jeunes, femmes, syndicats, aux structures fondamentales du parti. Il prit des mesures dynamiques propres à la radicalisation de la révolution qui fut son objectif central. Quelle distinction faites-vous entre un parti populaire et un parti d'avant-garde? Tome 13, pages 131 à 133. La nature populaire d'un parti le conduit nécessairement à devenir un parti d'avant-garde parce qu'il perfectionne sans cesse ses structures, ses principes et ses pratiques. Le peuple, très divers, renferme 1000 contradictions, externes comme internes,
qui fait du Parti populaire un parti d'avant-garde. En Guinée, les haines raciales et tribales, les préjugés de caste et les options politiques qui les reflétaient donnèrent lieu à des contradictions douloureuses avant que prévaille l'exigence de l'unité populaire. C'est l'exigence d'un progrès qualitatif unitaire qui transforme le Parti populaire en parti d'avant-garde, c'est-à-dire en parti engagé sur la voie du dépassement continu, un parti dont la pensée et l'action sont décisives, un parti qui n'accepte pas de compromis entre éléments antagonistes par simple souci de démocratisme. En somme, un parti exclusivement tendu vers le progrès au service de l'homme et de la société. Un parti populaire est un parti constitué par la majorité du peuple et qui en reçoit un appui total par le fait que c'est en son sein que le peuple trouve le reflet et l'expression de sa réalité et de ses espérances. Un parti d'avant-garde se situe quant à lui à un niveau supérieur qui le place au-delà du peuple, l'inspire, le dirige, lui fraye la voie du progrès, exprime et comble ses aspirations, lui dévoile les possibilités nouvelles. Un parti d'avant-garde ne se contente pas d'être le reflet, l'expression du peuple dans sa réalité du moment. Il est aussi l'expression et l'instrument de son devenir. S'il apparaît clairement qu'un parti populaire conséquent est inévitablement un parti d'avant-garde, on peut se demander ce qui marque la transition de l'un à l'autre, ce qui distingue le parti populaire du parti d'avant-garde. En réalité, il n'y a ni transition, ni distinction par le fait que le peuple, à travers ses besoins et ses aspirations, est lui-même constamment en devenir et à l'avant-garde de l'histoire qu'il façonne grâce à ses capacités d'organisation et à ses pouvoirs de réalisation. Aussi est-il évident qu'un parti populaire qui ne serait pas d'avant-garde cesserait rapidement de jouir de la confiance et du soutien du peuple, de même qu'un parti d'avant-garde qui ne serait pas populaire n'aurait d'autres moyens pour réaliser ses objectifs que la contrainte et la violence. Le Parti démocratique de Guinée est à la fois un parti populaire et un parti d'avant-garde. Il organise le peuple et l'oriente constamment dans l'action vers des objectifs progressistes. Qu'est-ce qui justifie le parti unique? Tome 13, page 125. Le parti unique, tel que nous le concevons, c'est-à-dire populaire et démocratique, est celui dont le contenu populaire et démocratique se vérifie et se manifeste tous les jours. Rassemblés dans un même parti, les révolutionnaires comme les contre-révolutionnaires, les hommes épris de liberté, d'égalité comme ceux qui nient l'égalité de l'homme et de la femme ou l'égalité des races, reviendraient en fait à opérer un amalgame dépourvu de tout caractère et de toute utilité. La qualité fondamentale d'un parti dit populaire se manifeste par ses objectifs et sa nature réellement populaire, démocratique et progressiste. D'inextricables controverses sont engagées autour du problème du parti unique. Il s'agit de savoir si dans un pays déterminé, il est politiquement juste qu'il n'y ait qu'un seul parti ou si la liberté d'opinion exige l'existence de plusieurs partis politiques. Le problème est ainsi posé d'une façon trop confuse. Soyons clairs. Dans un pays composé de classes économiques nettement différenciées, par exemple, dans un pays où coexiste une bourgeoisie organisée et un prolétariat conscient et combatif, il est normal que coexistent également deux partis antagonistes. Le parti de la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, et celui du peuple laborieux, privé de ses moyens. Que le parti des possédants soit subdivisé en sous-partis reflétant les luttes d'intérêts que mènent les différentes oligarchies financières à l'intérieur de la classe bourgeoise, et que celui du prolétariat soit de même subdivisé en sous-groupes reflétant les divergences existant au sein de la classe ouvrière, il y a là rien de paradoxal, car quand on soumet le fait à une analyse sociologique scientifique, ce grouillement politique anarchique, cette agitation désordonnée de gangs financiers, de clans, de groupuscules,
se ramène malgré tout à la composition bourgeoise exploiteuse d'une part et à la composition peuple travailleur d'autre part. L'idéologie bourgeoise exploitera cette situation en proclamant que le parlementarisme est un régime soucieux au plus haut point de la liberté d'opinion, de la liberté de parole, de la liberté de réunion, etc. Ce qui est une mystification grossière qui masque le fait que les composantes essentielles sont engagées dans une lutte politique acharnée au sein d'une société caractérisée par l'exploitation de l'homme par l'homme. En face d'un patronat de combat disposant de ses propres partis, il est indispensable que le prolétariat s'organise dans son parti de classe. De même, si au lendemain de l'indépendance politique, le PDG s'était transformé en un parti néo-bourgeois, satellite de l'impérialisme et gardien des intérêts du néocolonialisme, il lui était légitime qu'un ou plusieurs partis soient créés pour mener la lutte et défendre les intérêts du peuple. Nous nous résumons. L'impérialisme n'a jamais cessé d'inventer un procès d'intention au parti unique. Le parti unique, affirme-t-il, c'est le fascisme. Comme s'il pouvait y avoir la moindre analogie entre les intérêts légitimes d'un peuple et les appétits dévorants d'une minorité exploiteuse. C'est pourquoi, lorsque le parti du peuple, le parti qui libère véritablement l'homme de toute forme d'exploitation, le parti de la révolution démocratique a remporté la victoire, a détruit l'État bourgeois ou colonialiste pour édifier celui du bien-être populaire et de l'épanouissement politique, économique, social et culturel de tous les citoyens, sans distinction d'ethnie, de religion, de sexe, d'origine sociale, ce serait un non-sens de laisser se développer face à lui des partis comme objet sans s'y manifester comme sujet. Il s'engage dans une action oppositionnelle, ouverte ou sourde, il subira tôt ou tard les rigueurs du parti. De quelque façon que l'on considère les choses, le parti, en tant que moteur actif et vigilant de la vie de la nation, agit profondément sur chaque citoyen guinéen. Que l'on soit membre du PDG ou non, la réalité de l'exercice de la souveraineté nationale, revenant au Parti démocratique de Guinée, il n'y a aucun homme en Guinée qui ne subisse les décisions du parti. Aucun homme ne peut être soustrait de l'action directe ou indirecte du parti national. Le rôle d'avant-garde du PDG. Oroya, du 10 au 16 juillet 1976, page 5. Le peuple travailleur de Guinée s'est engagé à construire une nation forte et prospère, démocratique et socialiste, et à poursuivre indéfiniment son évolution vers des progrès de plus en plus élevés dans tous les domaines. Il est convaincu du rôle révolutionnaire d'avant-garde qui les échoit en Afrique. Dans l'accomplissement de cette mission historique, le PDG, émanation du peuple travailleur de Guinée, entend rester un exemple africain de qualité dans l'exercice plein et entier de la souveraineté politique, économique, culturelle et sociale. Conscient de sa responsabilité de représenter dans tous les domaines des activités humaines, tout le peuple travailleur de Guinée, jeunes, vieux, femmes, hommes, travailleurs de tout profil, sans distinction, le PDG organise, oriente et impulse la couche juvénile, la couche féminine et la couche des travailleurs salariés sur la base fondamentale des structures du parti. Mais en raison et en considération des activités et fonctions spécialisées qui sont les leurs au sein de la société guinéenne, ces organisations spéciales se développant au sein du parti sont représentées à toutes les instances de l'organisation générale et y apportent leurs contributions spécifiques. Au sein du parti, elles sont régies par des règlements intérieurs, projections sur le plan qui les concerne, des statuts généraux du parti. Et les statuts précisent que pour être membre du PDG, il faut en accepter le programme et les statuts et prendre une part active à la réalisation des objectifs fixés. C'est cette acceptation du programme et des statuts qui définit l'adhésion à l'idéologie sur le plan de la théorie. Au sein du PDG, comment se pratique le centralisme démocratique? Tome 13, pages 137 à 142. Le Parti démocratique de Guinée a conçu, sur la base d'une unité géographique, une structure adaptée aux possibilités d'action des Guinéens et des Guinéennes. Chaque village, chaque quartier,
est doté d'un comité du PDG. Ce double mouvement de centralisation et de diffusion, nous pouvons l'apparenter aussi bien au flux et au reflux des marées qu'aux pulsations de nos artères. En termes géométriques, notre démocratie ne se présente pas sous la forme d'une pyramide dont le sommet constituerait une éminence privilégiée et dont le niveau intermédiaire verrait se réduire leur importance et leur responsabilité au fur et à mesure que l'on s'approcherait de la base. Notre démocratie, en raison de cette décentralisation des responsabilités et de cette répartition des tâches à l'intérieur d'un tout organiquement structuré, figure plutôt un cube dont chaque section, chaque couche détient les mêmes pouvoirs, les mêmes possibilités, les mêmes prérogatives d'expression, de conception, de décision et d'action. Pour le parti, il y a l'échelon village, et dans le village, il y a l'échelon bureau du comité de village. Au niveau de l'arrondissement, il y a l'échelon comité directeur de la section, et puis l'échelon région politiquement structuré en fédération, doté d'un bureau fédéral. Et enfin, il y a l'échelon nation, auquel correspond le PDG pour l'ensemble de la Guinée, le parti ayant à sa tête le bureau politique national BPN. Cette structure démocratique est globale, c'est-à-dire qu'elle recouvre tout à la fois le politique, l'économique, le social et le culturel. Elle est réelle et concrète et non pas simplement formelle, mystificatrice ou illusoire comme la démocratie parlementaire. Rigoureusement respectée, elle a la volonté du peuple de se manifester librement à tout instant et à tous les niveaux. L'élu donc, en tant que représentant authentique de la base, qui lui délègue ses pouvoirs et ses prérogatives, est obligé de rendre compte à tout moment de ses activités à ses mandants. La démocratie, dans sa pratique, consiste à donner à tout moment et à chacun et à tous une égale liberté d'expression. Tant qu'un problème n'est pas encore tranché, ou à la majorité, tout membre de la communauté a le droit de s'en saisir et d'exprimer son point de vue. Mais lorsque tous les points de vue se sont librement exprimés, qu'une décision a été prise dans les formes démocratiques, alors la discussion prend fin. Le schéma est le suivant. Exposé du problème, discussion, puis décision. La décision arrêtée, un autre processus est alors engagé, celui de l'exécution de la décision. Méthode et action du PDG. Tome 13, page 88, 89, 93. Parler de l'histoire du PDG, c'est parler des transformations opérées en Guinée. 1. But et principe. Le Parti démocratique de Guinée a pour but de grouper et d'unir les populations guinéennes et de donner aux masses laborieuses les moyens d'agir de manière vigoureuse et dynamique pour la libération totale et inconditionnelle de la patrie africaine, pour l'émancipation de l'Afrique et l'affirmation de sa personnalité, pour la réhabilitation de la culture et de l'art africain, pour la restauration et le développement sans entrave de l'économie africaine, pour le bonheur, la prospérité et le progrès du peuple guinéen dans le cadre d'une véritable démocratie nationale, pour la réalisation effective de l'unité africaine, pour l'édification d'un monde de justice sociale, de progrès démocratique et de paix. Un parti révolutionnaire est un parti qui ne s'arrête pas, qui franchit toutes les phases et toutes les étapes de la lutte, qui transforme chaque objectif atteint en un moyen de réaliser de nouveaux objectifs, de nouvelles fins, et cela de manière continue. Lorsqu'on expose l'histoire du PDG, on expose en fait l'histoire de la Guinée qui débouche sur l'histoire de l'Afrique. Principe d'organisation. Oroya du 10 au 16 juillet 1971, page 14. L'on comprend ici la nécessité 1. Des formes d'organisation du peuple fondées sur sa libération totale de toute entrave. 2. De l'installation des structures organiques nationalisant et modernisant l'économie de nos pays afin que tout progrès économique se prolonge en progrès social et humain. 3. De la réforme de l'enseignement et de l'éducation, car toute véritable révolution est précédée, sous-tendue et suivie d'une révolution culturelle, sans laquelle la révolution pourrait s'arrêter et finalement se transformer en son contraire. 4.
de la liquidation dans les rapports intrasociaux, de l'arbitraire, de l'injustice et de l'exploitation de l'homme par l'homme. 5. De l'unité d'action sur le plan national et international de toutes les classes éprises de progrès social et démocratique dans leur combat commun contre l'impérialisme et le capitalisme. Sur la critique et l'autocritique, tome 16. La critique est constructive lorsqu'elle a lieu au sein des organismes du parti et devient destructive quand elle s'organise en dehors de ceux-ci. Nous avons souvent rappelé qu'un parti se renforce en épurant ses rangs. Il en est de même d'un parti qui reconnaît ses erreurs, décide de les corriger, cela étant la preuve incontestable de sa vitalité et de son dynamisme. C'est pourquoi il est d'un grand intérêt pour notre parti que l'observance de ce principe ne soit pas un critère exigé des seuls militants de base, mais aussi des cadres et responsables à tous les niveaux. La critique et l'autocritique doivent être une arme permettant de perfectionner les outils et les instruments de la révolution. Elles doivent permettre à l'entreprise révolutionnaire de réaliser ses objectifs indépendamment des tares et des défauts inhérents à l'action humaine. Un peuple démissionne devant l'histoire lorsque, par passivité, il laisse à quelques-uns seulement le soin de déterminer les voies de son destin. Il s'agit d'une entreprise collective et consciente. Un peuple démissionne quand il laisse à quelques spécialistes le soin de choisir les moyens par lesquels ses besoins seront satisfaits. Mais entendons-nous bien, le peuple, pour nous, ce n'est pas cette multitude sans structure, informe et amorphe, en attente passive. Le peuple, c'est tout un social organisé, et c'est à travers diverses organisations populaires que les tâches à remplir sont réparties ainsi que les responsabilités. Le parti, l'État et le peuple, tome 13, page 124. Le parti qui s'édifie sur des bases aussi clairement définies se doit d'évoluer parce que la conviction intime de l'homme et celle du militant sont fondées sur des lois impersonnelles et objectives de l'histoire. Dès lors que l'on s'insère, il n'existe que par lui, et son existence dépend du peuple. Quant à l'État, il est l'ensemble des structures organiques de la nation. Si le parti s'identifie au peuple, c'est-à-dire à la nation, il est évident que l'État doit également s'identifier au parti afin que se constitue la trilogie indissociable peuple-parti-État. Ainsi, aucune raison du parti ne peut et ne doit prévaloir sur la raison et l'intérêt du peuple, de même qu'aucune raison d'État ne peut prévaloir sur la ligne du parti. Rapport entre parti et masse, tome 10, pages 233 à 235. Pour le Bureau politique national, un bon responsable de mouvement de masse est celui qui exerce ses activités en fonction des trois aspects du temps historique, avenir, présent, passé, et se place résolument au devant des masses, au milieu des masses et derrière les masses. Être au devant des masses, c'est être obligatoirement à l'avant-garde de l'action révolutionnaire multiforme pour assurer au peuple le bien-être matériel et social. C'est demeurer lucide, prévoyant, tenace, confiant, honnête et résolument décidé dans l'action dont les phases ultérieures doivent être comprises à l'avance et expliquées par lui aux militants avant qu'ils ne les abordent. Le bon dirigeant se sert de l'analyse scientifique dont les méthodes sont recommandées par le parti pour éclairer la route de l'avenir et préciser le sens et les objectifs de la lutte du peuple. Être au milieu des masses, ce deuxième principe de l'action révolutionnaire, exige du responsable populaire sa participation effective à la lutte aux activités des militants. Il ne s'agit pas de savoir ou de connaître la réponse ou la solution théorique d'un problème concret. Il s'agit, pour un mouvement révolutionnaire, d'apporter d'une manière concrète cette réponse-solution. L'action est par là même nécessaire à la manifestation de la vérité, à la réalisation effective de l'objectif arrêté. Être derrière les masses,
Cet autre principe fondamental de l'action dirigeante des cadres politiques est le critère du développement continu de l'efficacité et de l'influence de leur action dirigeante. Partis et syndicats, tome 15, pages 321, 322, 323 et 324. La détermination des conditions de la lutte permet de déceler, d'une part, les différents paliers de la lutte déterminés par les couches les plus avancées par rapport aux couches les moins avancées ou retardataires, et d'autre part, les différents fronts de lutte de libération. C'est ainsi que, pour le PDG, qui est lui-même un parti, qui est lui-même un moyen de lutte du peuple, le mouvement syndical est à la fois l'un des paliers et l'un des fronts avancés de cette lutte générale du peuple. Pour le Parti démocratique de Guinée et pour ses militants, les rapports entre le syndicat et le parti sont nettement déterminés et sur ce plan, aucune confusion n'est désormais possible à un quelconque niveau. Dialectiquement, la suprématie, tout comme l'orientation de la lutte révolutionnaire, revient incontestablement au parti. En effet, les problèmes du travailleur ne sauraient être séparés de ceux du peuple lui-même sans compromettre la réalité. Ainsi, la liberté sociale du travailleur est toujours et nécessairement fonction de la libération politique, sociale, culturelle et économique du peuple entier. Dès lors, la lutte syndicale devient un front certes très avancé, sinon le plus avancé, mais qui malgré tout demeure quand même un front de lutte populaire. Pour le pouvoir, en vue de créer, de produire, de disposer, de jouir de fruits de son labeur et qui s'opposerait farouchement à toute cause qui tenterait de l'en exproprier sans autre forme de procès. C'est pourquoi nous sommes d'ores et déjà certains que la conférence consultative de solidarité des syndicats d'Afrique et d'Europe, réunie en vue d'une lutte efficace dans une action commune contre les monopoles impérialistes, examinera dans l'intérêt commun la stratégie et la tactique de la lutte générale des peuples contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et toutes les formes d'exploitation et d'oppression. Nous devons toujours, grâce à l'instrument d'analyse scientifique dont nous disposons, viser juste et frapper au but, au cœur même de l'ennemi. Si nous manquons l'objectif, l'ennemi, lui, ne nous manquera pas. C'est d'ailleurs la connaissance parfaite et la maîtrise des lois du développement historique qui nous permettent, à partir d'une analyse générale, de situer notre action dans l'action générale des autres peuples.